Bonjour à tous. Je vis avec la mucoviscidose. Je vis avec 55% de capacité respiratoire. Alors j'ai la mucoviscidose, c'est une pathologie chronique dégénérative, les médecins ils appellent ça comme ça. C'est une maladie qui touche le système respiratoire, le système digestif. J'ai un traitement qui est très lourd au quotidien, mais il n'y a pas de médicaments. Voilà. La seule alternative à ce jour par rapport à la maladie, c'est la greffe de poumon. J'ai la chance d'avoir 36 ans aujourd'hui, j'ai la chance de respirer encore avec 55% de capacité respiratoire. Il y a des enfants qui sont grands comme ça, qui sont beaucoup plus en galère que moi et qui meurent très jeunes. Ça, c'est le petit topo sur la maladie. J'ai été diagnostiqué de cette maladie quand j'avais 2 ans. Je suis né avec, j'ai été diagnostiqué quand j'avais 2 ans. Et puis, très vite, les médecins ont dit à mes parents que j'avais que 4 ans à vivre. Voilà, au final, j'étais plutôt en forme quand j'étais gamin. Je faisais du sport avec mes frangins, on était 4 frères à la maison. Je viens de Besançon. Et puis, on faisait bien le bazar le samedi après-midi avec mes frangins. Alors mon père, il nous montait dans la voiture, il nous emmenait dans le village à côté, à 3 kilomètres, et nous on rentrait en courant. Lui il se barrait en bagnole et nous on rentrait en courant. Alors il y avait celui qui courait devant pour éviter les embrouilles, et puis il y avait celui qui courait derrière en pleurant parce que s'était fait pousser dans les orties. C'était peut-être même moi qui l'avais poussé dans les orties, je me rappelle plus. J'avoue. Et voilà, c'était comme ça que je faisais du sport. Le sport c'est important pour moi parce que ça me permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons. Ça me permettait aussi de faire tourner la machine, le système respiratoire là. Et puis les années ont passé, j'étais plutôt en forme quand j'étais gamin. En 4e, je gagnais encore le cross de l'école. Et puis petit à petit, jusqu'au jour où en fait j'étais parti courir sur Besançon. J'avais couru 15 minutes, j'ai vomi, j'étais tout rouge, j'ai craché du sang. Et je m'étais dit c'est terminé, je ne courrai plus jamais. Plus avant la greffe de poumon. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à attendre. À attendre après les perfusions antibiotiques, le médecin, les chercheurs, l'amour, le travail, et puis la greffe de poumon. Puis finalement, j'attendais de crever, quoi. Jusqu'au jour où j'ai eu une prise de conscience à 26 ans, dans mon canapé. Je me suis dit que j'ai le choix. On a toujours le choix, on a tous le choix, tout le temps. De voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. On a le choix de rester dans son putain de canapé, d'attendre de crever, ou on a le choix de se battre, se lever, et puis d'aller chercher le bonheur partout où il est, partout où il se trouve. Donc c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. J'ai décidé 2 choses. La première, c'est d'être vrai et authentique. Parce que, je fais un petit flashback, mais à la base, j'avais peur d'être rejeté, je me sentais seul, incompris, j'avais beaucoup de colère en moi, j'en voulais à Dieu, à mes parents, aux filles, au monde du travail, à la société tout entière. J'allais au milieu des champs pour hurler, j'étais plein de colère. Je me sentais seul, incompris, et puis la maladie, j'en parlais pas, j'en avais honte. Je portais un masque en fait, je faisais semblant de plein de choses. Je voulais montrer une image de moi en société qui était tout là-haut, alors qu'en réalité, quand j'étais sous perfusion chez moi pendant 15 jours, sous perfusion antibiotique, j'étais bien bas. Et puis, il y a un élastique qui a fini par se tendre. Cet élastique, j'ai pété un plomb, quoi. Il a fini par se tendre et puis casser. Et j'avais toute cette colère. Et donc, dans mon canapé, j'ai eu cette prise de conscience qui m'a amené à 2 choses. Être authentique, être vrai avec moi-même. Mes peurs, mes croyances, mes valeurs. Être vrai avec les autres. Cesser de jouer un rôle, de jouer un jeu, de faire semblant avec ma grosse muscu puis mes gros muscles. Enfin, parce que je faisais encore un peu de muscu, là, j'en ai plus beaucoup, c'est la doudoune qui fait style. Mais d'aller voir les gens, d'aller leur parler avec mon cœur, de leur dire ce que je vis, et puis de leur dire, au lieu de leur dire, je vis avec ça, je vais mourir. Parce qu'au début, c'était ça. Moi, quand je voulais choper des filles, je leur disais ça. Forcément, ça marchait pas. Je me mettais à chialer, et puis c'était une catastrophe. Alors, j'ai changé de registre, et puis j'ai dit, je viens de là, et je vais faire ça. Tu vas voir, je vais faire ça. Je vis avec cette maladie, mais je vais faire ça. Donc c'est comme ça que je me suis mis sur le chemin de l'authenticité, de la vérité. La deuxième chose, affronter ses peurs. C'est ces peurs, c'est cette petite question à la con là qu'on a dans la tête. Quand on est tout seul, quand les enfants sont partis, quand le conjoint il est parti, puis il y a la petite question qui est là.
Et puis on se dit, waouh, attends, je vais pas me la poser celle-là. Parce que si je me la pose, après il y a celle-là, puis après il y a celle-là, puis après il y a celle-là. Ouais, mais attends, je vais bader, attends, on va mettre tout ça sous le tapis là, et puis on va pas commencer à se poser ces questions-là. C'est ces questions-là, affronter ses peurs. C'est ça, affronter ses peurs. C'est mettre le doigt dans l'engrenage, et puis d'aller creuser. Jusqu'au bout du bout, d'aller mettre les mains bien au fond dans la merde, pour aller voir comment ça se passe. Et d'aller creuser au fond de soi-même. C'est ça, affronter ses peurs. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis acheté un super vélo, j'ai claqué mon livret jeune. 1600 €. Et puis je suis parti faire du vélo à Besançon. Et puis je me suis dit, merde, mais je me faisais défouler par les papis, par les filles. Et puis il pleuvait, je faisais du sport toute la vie en fait. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de sportif qui fait du sport sans bisous, sans bouquet de fleurs, sans podium, sans gloire, sans idée de progresser dans le sport et aussi progresser face à la maladie. Parce que jusque-là, moi, ce que je faisais, c'était que je défendais. J'essayais de conserver ma capacité respiratoire. J'étais comme ça. Je me suis dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut appuyer plus fort sur les pédales. Donc au départ, je faisais 20 bornes, après je faisais 50 bornes, puis j'allongeais les distances. Je me suis mis à écrire en parallèle, dans un journal intime. Et ouais les gars, des insultes, des bouts de phrases dans tous les sens. Je mettais pas des points, je mettais des slash, parce que je faisais sortir toute ma colère. Et puis au départ, ce journal intime, je me disais, c'est quoi la première phrase que je vais mettre, les premiers mots et tout. Parce que ouais, je vais mettre des petits cœurs sur les i, comment ça va se passer? Non, j'ai écrit. J'ai vidé 4 pages, je suis allé dans ma douche derrière, je me suis dit, waouh, je pense plus à rien. J'ai fait ça pendant 3 mois. Je me suis mis à lire des livres sur le développement personnel, des livres sur le dépassement de soi. Philippe Croison, qui a été amputé des 4 membres et qui a traversé la Manche et la nage. Maud Fontenoy, Gérard Daboville, qui ont tous les deux traversé l'Atlantique à la rame. Et puis je me suis dit que si c'était possible pour tous ces gens-là de réaliser leurs rêves, ça pouvait l'être aussi pour moi. Donc moi, mon rêve à ce moment-là, c'était de courir un marathon. Il y a tout plein de raisons, on n'a pas le temps d'en parler ici. C'était de courir un marathon. Donc je me suis inscrit. Je me suis inscrit et puis on arrive ce jour-là, le 7 avril 2013. Ce jour-là, je suis sur les Champs-Élysées dans le sas de départ du marathon de Paris. Il y a 40 000 personnes tout autour de moi qui sont prêts à tout donner, à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, à aller chercher jusqu'au fond d'eux-mêmes, pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, pour aller jusqu'au bout des 42 km 195 là. C'est que, à ce moment-là, chez moi, la tension, elle est inouïe. Je suis un lion en cage. Je suis terrifié. Ça fait 6 mois seulement que je cours. Ça fait 3 mois que je m'entraîne, je mange, je dors et je cours. C'est tout ce que je fais. J'ai tout sacrifié. J'étais une machine, j'étais programmé pour courir. C'était une question de vie ou de mort pour moi, de courir ce marathon de Paris. Ça a conditionné l'avenir, ça conditionnait l'espoir. C'était la condition, enfin, la vie, quoi, tout court, quoi. C'était où tu échoues, où tu arrives sur la ligne d'arrivée et il y a de la vie derrière, il y a quelque chose de possible derrière. Ce marathon de Paris, j'avais la conviction profonde, jusqu'au fond de mes tripes, qu'il allait changer ma vie. Qu'il allait changer ma vie. Franchement, ça vibrait au fond de moi à fond, quoi. Merci, Rémi. Et voilà, c'était un baroud d'honneur. C'était prouver à mon médecin, lui, qui a dit que c'était impossible, que je pouvais le faire. C'était montrer aux gamins qui sont grands comme ça que c'était possible. Que c'était possible d'avoir 30 ans, d'avoir une copine, d'avoir un travail, et puis de courir des marathons. C'était, voilà, énormément de sens. À chaque fois que je fais quelque chose, un défi comme ça, sportif, il y a du sens à mort, à fond, à vie même. Et puis derrière, je cours, je vois mes parents, je leur dis je t'aime au 30e kilomètre parce que c'était le moment de le faire. Je l'avais jamais fait. Mais c'est le moment de le faire. C'est maintenant le moment de le faire, tout de suite. Là, il reste 5 minutes 43, c'est le moment de le faire. 40e kilomètre, il reste 2 bornes, c'est fini. La rage. La rage, putain, parce que ça y est, il est là, mon rêve. Il est juste là. À portée de main. Il est juste là. Et puis derrière, on arrive sur la ligne d'arrivée avec mes amis, mes copains. Thibaut Barognan, Laurent Copin de l'association Ensemble au Sommet. Et on l'a fait, quoi. On l'a fait. Derrière, l'été arrive. En fait, moi, j'avais un sentiment de toute puissance qui coulait dans mes veines jusqu'au bout de mes doigts, là. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. Il pouvait me tomber une météorite sur le coin de la gueule. J'allais m'en remettre quand même, quoi. J'étais envahi d'un sentiment de joie profonde. De paix. J'avais fait le job.
L'été arrive, les gens partent en vacances, mettent des belles photos sur Facebook. Moi, je vis toujours avec cette maladie. Il fallait un objectif encore pour continuer à faire du sport. Un prétexte. Je suis allé voir mon frère jeudi 15 août 2013. Je lui dis, tu fais quoi la semaine prochaine? Il me dit, bah rien. Je lui dis, bah viens, on aménage le trafic, on met un matelas derrière. Moi, je prends mon vélo, et puis on verra bien jusqu'où on va. Le soir, on était à Pomard. Le mardi, on était à Nevers. Le mercredi, Nevers, Bourges, Vierzon, Romorantin. Le jeudi, Chambord, Cheverny, Chenonceau, Tours, Saumur, Angers. 200 km. J'ai fait une petite sieste dans le village de Bouzillé parce que j'étais bousillé. Le vendredi, on commençait à remonter sur Vannes. Le samedi soir, on était à Lorient. Donc en remontant sur Vannes, je me rappelle de tous les villages, Tex, Mizillac, Névillac, La Roche-Bernard, j'avais super mal aux fesses. J'en pouvais plus. Et le dimanche soir, on était à la Pointe du Raz. J'aime beaucoup les symboles. Je voulais voir le coucher de soleil. 7 jours, 1000 km. J'aime beaucoup cette image qui me caractérise aussi. J'aime beaucoup les contrastes. On a cette côte qui est déchirée par les vagues, cette colère au premier plan, cette rage de vivre. Et puis à l'arrière-plan, le soleil qui vient se baigner dans l'océan. Moi, j'aimerais être là-bas, sur l'horizon. Toucher l'horizon, embrasser le bonheur. Expirer. Derrière, j'ai continué à rêver. J'ai rêvé du Mont Blanc, le toit de l'Europe. 4810 mètres d'altitude, j'en ai parlé à mes potes, ensemble au sommet, la mucoviscidose, 4810 mètres, il y a moins d'oxygène, 50% d'oxygène en moins, je me dis, ouais, c'est cool. Donc on a commencé à s'entraîner, on est parti en montagne. On est parti en montagne en 2015, ça l'a pas fait à ce moment-là. On est retourné en 2016 au Mont Blanc. Moi, entre-temps, à chaque fois, j'ai bossé sur moi. Mais les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, Le Petit Prince, tout est déjà dans Le Petit Prince, tous les bouquins que vous pouvez acheter de tout l'univers de développement personnel, la Bible est déjà dans Le Petit Prince, tout est déjà dans Le Petit Prince. Lisez ce livre qui est dans votre bibliothèque, à tous, on l'a tous dans la bibliothèque. Donc j'ai énormément bossé sur moi, et puis je suis retourné en montagne en 2016. On est monté jusqu'à 4500 mètres ce jour-là, pas plus. Il restait 300 mètres. Le sommet, il était juste là. Pendant 1 an. Et même le marathon, je l'ai fait, j'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai fait 5 fois. Le marathon de Paris. En 2015, j'ai compté que jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. Je voulais mettre 4 heures, j'ai mis 4 heures 54 secondes. Donc en fait, le Mont Blanc, c'est pareil. C'est que ma tête, elle le tenait dans la main, le sommet. Il était juste là. Mais mon corps, il me dit stop, c'est là que tu t'arrêtes. Je venais de vomir à ce moment-là. J'avais froid depuis plus d'1 heure, j'étais comme ça. Je viens de vomir ma compote et mon gel, il faut redescendre. C'est la montagne qui décide, c'est le corps qui décide. C'est ça le dépassement de soi. C'est d'aller jusqu'au de se remettre en question tous les jours. Parce que je teste des choses tous les jours pour être mieux demain. Je considère que je suis un spécialiste de la maladie, au même titre que mon médecin, et que je peux agir dès maintenant. Et je me dis que demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je ferai en sorte que ça le soit. Et donc, le dépassement de soi, c'est ça. Tester des choses tous les jours, avoir le Mont Blanc devant les yeux tous les jours. Pas besoin de l'écrire 1000 fois devant un miroir ou de le regarder ou de mettre des photos de Mont Blanc partout chez moi, je m'en fous. Il est là. Il est là. Il est là. Il est partout, quoi. Et c'est ça le dépassement de soi, c'est donner le meilleur de soi-même pendant plus d'1 an, jusqu'à cette seconde-là, jusqu'à cet instant-là, et d'aller jusqu'à la limite du corps. C'est tout ce qui compte. J'ai compris 2 choses en 2016. Quoi qu'il arrive, tout arrive toujours pour le mieux. Tout est toujours parfait. Non, c'est pas Madame Parfaite. C'est qui Madame Parfaite? C'est toi Madame Parfaite. Tout est toujours parfait. Quoi qu'il arrive, tout arrive toujours pour le mieux. J'ai appris beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que le résultat final, il ne t'appartient pas. C'est pas parce que tu as fait ton maximum, c'est pas parce que tu as cherché à enlever le moins de grain de sable entre toi et l'objectif que tu dois y arriver. Le résultat, il ne t'est pas dû. C'est les 2 choses que j'ai compris. Et puis, j'ai continué à travailler sur moi. On est reparti en 2017. On s'est retrouvé dans un brouillard givrant après un entraînement qui avait duré 2 semaines, 14 000 mètres de dénivelé positif en 15 jours. Brouillard givrant en 2017. Et en 2018, j'étais au sommet du Mont Blanc.
Là, on est au refuge du goûter à 3810 mètres d'altitude. Oui, à 3800 mètres d'altitude. Il est au fond. Il est au fond, à flanc de falaise. Moi, je viens de monter 2000 mètres de dénivelé positif. En passant par Tête Rousse. Le couloir du goûter où ça dégringole tout le temps, où il y a des morts et des cailloux qui tombent. Donc, je suis content d'arriver, quoi. Ça, c'est la première bosse d'arrêt des Bosses. Je me suis arrêté 2 fois à cet endroit-là. Vous avez de la neige jusqu'à mi-cuisse. À ce moment-là, on a une rafale de vent qui a couché mon guide par terre. Et puis ça s'est calmé. La montagne nous a laissé passer. C'était ma 4e tentative sur le Mont Blanc. 4 étés, j'ai passé à m'entraîner. Là, on est sur la dernière, à l'arrêt finale, comme on dit. Donc là, si vous voulez, cette musique-là d'Ibrahim Malouf, je la mettais dans ma voiture, j'avais les poils, j'en avais les larmes aux yeux. Le Mont Blanc, il était tout le temps avec moi. Et à ce moment-là, je m'interdisais d'y penser. Parce que si je pense trop, j'ai une boule là qui vient, et puis après, j'arrive plus à respirer. Alors j'évitais de réfléchir, quoi. J'évitais de me dire, mais attends, pourquoi tu fais ça? Rappelle-toi, pourquoi tu fais ça? Et en fait, pourquoi je fais ça? Ça fait partie intégrante de mon message. J'ai un double message à délivrer aujourd'hui. Le pourquoi, le sens, le rêve, la vision, les valeurs, être aligné sur mes valeurs. Et puis, mon rêve aujourd'hui, c'est de respirer à 100%. Mon rêve, c'est de changer mon ADN. J'en ai rien à foutre de savoir si c'est possible ou pas. Je m'en fous, peut-être il y a 7 milliards d'êtres humains qui vont me dire que c'est pas possible. Je m'en fous. Parce que c'est ce qui fait que depuis 10 ans, je suis toujours en vie. C'est ce qui fait que depuis 10 ans, j'ai fait tout ça. Et c'est tout ce qui compte. Peut-être que c'est de la connerie, peut-être que je suis dans le déni. Je m'en fous, je suis toujours vivant. C'est tout ce qui compte. C'est ça, avoir un rêve. Là, on est au sommet, je suis avec mon casque orange. Alors, j'ai fait un bonhomme de neige. Ça ressemblait plus à un cairn, d'ailleurs. J'ai mangé de la neige, plein de pipi d'italien. C'était important pour moi. Et puis je suis arrivé au-dessus, puis j'ai dit à mes potes, on redescend. Non, on redescend pas. On va se poser un coup, on va pleurer un bon coup, on va conscientiser ce qu'on vient de faire. Ça fait 4 ans quand même que tu bosses là-dessus. Donc on va se poser un coup, quoi. Savourer, fêter sa victoire, quoi. C'est important avant de redescendre. C'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc, première partie de mon message, la vision, le rêve, avoir un putain de rêve. Le rêve de gosse, quoi. Ce rêve de gosse qu'on avait quand on était gosse, on s'est dit, ouais, mais attends, ça paye pas, ça. C'est pas pour toi. Puis la femme idéale, elle n'existe pas, le job idéal, il n'existe pas. Ouais, mais c'est bon, on va se contenter, quoi. Putain, mais ta gueule, quoi. Non, mais sérieux. Et la deuxième partie de mon message, c'est l'action. Depuis janvier, de janvier à juin de cette année, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Et en fait, tout ce qui compte, c'est l'action. Parce que l'espoir, demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. C'est la petite flamme qui est au creux de la main, là, au milieu de l'ouragan. Et cette petite flamme, il faut qu'elle reste allumée. Elle est tellement précieuse, cette petite flamme. Sinon, à quoi ça sert de vivre? Donc cette petite flamme, l'idée, c'est de la laisser allumer. Et pour la laisser allumer, c'est d'être dans l'action, de tester des choses tous les jours, ok, j'ai pas bien couru aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain? Ok, j'ai pas bien couru demain, qu'est-ce que je vais faire après-demain? Ok, j'ai pas bien couru après-demain, qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain pour y arriver encore? Et c'est ça, c'est comme ça que j'avance depuis 10 ans, dans l'action. C'est dans l'action qu'on nourrit son rêve, on se rapproche de son rêve. Parce que si on n'agit pas, le rêve, il fait pchit. Et puis plus on agit, plus on se rapproche de son rêve, on a le sentiment de se rapprocher de quelques millimètres parfois. Ou simplement, voilà, on est dans l'espoir du lendemain, même si on se plante. Et c'est tout ce qui compte. Donc, rêver, avoir une vision de fou, être aligné sur ses valeurs. Sur ses valeurs, l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté. Ça, c'est mes valeurs. Je suis convaincu que l'amour, c'est une valeur d'entreprise. Je suis convaincu que c'est pas la science qui sauvera le monde. Si tant est qu'il est à sauver, je suis convaincu que c'est l'amour qui sauvera le monde. Et que être aligné sur ses valeurs,
aujourd'hui, quand on parle, je dépasse. Être aligné sur ses valeurs aujourd'hui, en 2019, c'est acheter des produits éco-conçus, acheter des produits éthiques, investir. Avec ma chérie, on n'achète pas, on investit. On investit dans des valeurs d'entreprise. On n'achète pas un produit. Et je pense que c'est vraiment ça qui va se passer dans l'avenir. Et je vous parlais de valeurs. Dans mon business, j'ai essayé de faire un peu parce que je fais des conférences sur la motivation, le dépassement de soi, je fais du coaching et de la préparation mentale. Et dans mon activité professionnelle, j'ai essayé de faire de la vente l'année dernière. J'ai arrêté. Parce que ça me fait chier. Parce que Jésus, c'est ce que je te disais hier, t'y crois pas, Jésus. Mais n'empêche, le mec, quand il a marché sur l'eau, on y croit pas. C'est une histoire. Il a marché sur l'eau. Il a demandé à Saint-Pierre de venir le rejoindre sur l'eau. Saint-Pierre, il est tombé à l'eau. Mais Saint-Pierre, il est venu. Saint-Pierre, il est venu. Pourquoi il est venu? Jésus lui a pas fait un tunnel de vente. Il a pas fait du copywriting, du réseautage, du marketing, et puis puis du mailing, sans déconner. Jésus, il était juste aligné. Il était juste sur l'eau. Il a incarné le truc, ses valeurs, et c'est ce qui fait que ça marche. Quand t'es bon, t'as pas besoin de te vendre. Voilà. L'espoir, la vision et l'action. Jusqu'à quel point est-ce que vous croyez en vos rêves? Jusqu'à quel point est-ce que vous croyez en vos rêves? Jusqu'à quel point est-ce que vous croyez en la vie?